La mère de Shanks est enfin dévoilée. C'est sur God Valley que les deux jumeaux Shanks et Shamrock viennent de voir le jour dans ce chapitre qui est l'un des plus énigmatiques et what the fuck depuis un sacré bout de temps. Le héros de Ringo de la mini-aventure de Yamato est aussi révélé et rien ne vous a préparé à l'identité de ce personnage. God Valley cache vraisemblablement un secret supplémentaire découvert par Garling il y a 40 ans qui, d'après ses mots, intéressera grandement Imu et je vais très vite vous hype sur ce dont il pourrait s'agir. Et puis finalement, après avoir grincé des dents sur le combat entre Chebek et Harald, après que le Gorosei ait missionné le roi d'Elbaf de tuer le capitaine des Rocks, nous allons essayer de comprendre et surtout voir si la mère de Shanks et Shamrock est une figure connue de One Piece ou alors liée à une famille importante. Yo les bros, c'est Godji et bienvenue dans cette nouvelle review. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour cette nouvelle analyse. Bon, c'est le moment ou jamais pour littéralement anéantir les likes sur cette vidéo, donnez tout ce que vous avez, je compte sur vous car la prochaine review pourrait bien se passer sur God Valley si les chapitres continuent à ce rythme. Dites-moi d'ailleurs en commentaire ce que peut bien cacher cette île qui risque tant d'intéresser Imu, comme ça nous reviendrons lors de la révélation, voir qui d'entre vous avait raison, une petite guerre d'ego ne fera pas de mal. Pour finir, je vous invite à nous rejoindre ce soir en live sur la chaîne de Nina pour parler de ce chapitre directement avec vous, ainsi que demain sur ma chaîne Twitch comme d'habitude. Cette review va enfin pouvoir commencer après un court placement de produit, alors merci à vous et à tout de suite. Avant de plonger dans l'analyse du chapitre, et si on parlait d'un vrai trésor ? Le sommeil, le bon gros dodo, chose que je manque beaucoup trop quand il y a des reviews de 40 minutes à sortir en 2 jours. Mais c'est pas grave, ça va mieux et ça, c'est grâce à Emma. Leur matelas primé, comme l'original 2 qui a reçu le qualificatif de meilleur choix par l'UFC Que Choisir, offre 5 zones de soutien, une mousse à mémoire de forme qui s'adapte à toutes les positions et une couche respirante Ergocell pour un confort digne d'un nuage du Nil céleste. Regardez comme U-Rouge est posé, il est aux anges. C'est le cas de le dire, vous avez la ref. Bref, ça ne s'arrête pas là. Leur oreiller nuage élite modulable transforme vos nuits en vrai paradis. C'est normal, ils ont été élus produits de l'année 2025 par les consommateurs en France. Et leur couette 4 saisons ne fera qu'ajouter la cerise sur ce gâteau de douceur. Mais ce qui rassure encore plus finalement, c'est tout ce qui accompagne cette qualité. 10 ans de garantie, 100 nuits d'essai avec livraison et retour gratuit, paiement en 3 ou 4 fois sans frais et une pluie de récompenses pour leurs produits, dont le lit Select élu produit de l'année 2025 par les consommateurs en France. Mais là, le must dans tout ça, c'est que en ce moment, pour les 10 ans d'Emma et les promos de la rentrée 2025, du 22 août au 29 septembre, vous avez d'énormes promotions allant jusqu'à moins 50% sur le site emma.fr et 10% supplémentaires avec mon code GOJIONEPIECE, valable sur tous les produits en promotion jusqu'au 29 septembre. En vrai, ça donne envie, non? Alors n'hésitez pas à en profiter, toutes les informations dont vous avez besoin sont en description. Merci à vous et à Emma d'avoir sponsorisé cette vidéo. On commence cette review avec une révélation littéralement inattendue. Dans aucune timeline de mon existence, je n'aurais pu prévoir ce Koda caché avec la tombe visitée par Yamato de ce mystérieux personnage de Ringo. Ce n'est pas Jigoro, non, ce n'est même pas un samouraï légendaire, en fait, d'une façon ou d'une autre. D'après les inscriptions sur la tombe, le nom de ce héros élevé à Ringo se révèle être Kozuki Moria. Vous ne rêvez pas, nous parlons du même Moria de Thriller Bark, le Shichibukai, l'empereur des ombres comme j'aime l'appeler, le GOAT en fait qui a réussi à réunir tout l'équipage des Rocks en zombies et à éveiller le démon géant Oz. Mais alors comment peut-il s'agir de Moria? Ce n'est pas un samouraï, il a encore moins l'air d'être un Kozuki, ce clan central de l'arc Wano Kuni, celui de Oden, de Momonosuke, etc. Mais qu'est-ce qui se passe? Que prépare Oda? Les gars, écoutez-moi bien, j'en ai strictement, foutunement aucune idée. Ce chapitre, c'est l'incompréhension totale de A à Z, que ce soit cette partie de Moria ou le reste. Alors, c'est bien, je suis pas déçu du tout d'avoir un mystère aussi gros sur ce personnage, au contraire, tant mieux que tout ne soit pas prévisible. Ce qui est compliqué, c'est que ça a l'air de venir un petit peu de nulle part. Pour le moment. La seule chose qui pouvait nous donner un tant soit peu une piste, c'est qu'en japonais, Geko signifie clair de lune, exactement comme Kozuki signifiant lumière de lune. Sauf que ça nous a pas été donné sur un plateau d'argent par Oda, puisque l'écriture de Geko Moria ne comporte pas du tout les mêmes symboles que ceux qui sont aujourd'hui présents sur la tombe du héros de Ringo. Donc en gros, on pouvait déjà relier à l'époque le symbole du clair de lune, la Kozuki, et même du coup les Kozuki à Moria, mais c'était trop difficile d'y trouver une vraie explication. Encore aujourd'hui, ça paraît fou, mais si on doit essayer de trouver un minimum de raison derrière tout ça, eh bien, en reprenant les informations depuis le début, le héros de Ringo venait de West Blue, ce qui est bel et bien le cas avec Moria, donc il n'est pas originaire de Wano et aurait pu être abandonné ici par des pirates, un peu à la façon de Franky, ou serait venu ici dans son adolescence. En tout cas, je pense pas forcément que la raison de sa venue soit très importante, bien que je puisse me tromper évidemment, et que ce soit davantage plutôt un coup du sort quelconque, vous voyez. Avec le temps et son potentiel, Moria serait devenu extrêmement fort et renommé à Ringo, un truc que j'ai vraiment beaucoup
omis jusqu'à présent, c'est que dans le face-à-face contre Kaido, que l'on peut apercevoir au chapitre 969 ou même dans l'épisode qu'il a adapté, eh bien, Moria combattait avec un katana, tout comme son équipage. Il a donc dû apprendre l'art du sabre sur Ringo, région réputée pour avoir vu naître l'illustre Ryuma. Maintenant, il y a deux choses de vraiment intrigantes. Pourquoi a-t-il pris le nom de Kozuki et pourquoi les citoyens de Ringo le pensent mort alors qu'il est bel et bien vivant? Concernant le nom de Kozuki, j'ai beau avoir cherché et réfléchi, il n'y a pas d'explication concrète pour le moment. Aucun des Kozuki, même durant le flashback d'Oden, ne donnait la sensation qu'un membre de leur famille vivait sur Ringo. Moria aurait quand même été adopté par l'un d'eux et aurait pris le nom de Kozuki à un moment ou l'autre. Là, ça devient difficile du coup, je vous avais pas menti. Parce que, attention, il faut se rendre compte que si Moria a vraiment été élevé par un vrai Kozuki, même si on ne sait pas de qui il s'agit, il y a un monde où ce Kozuki en question aurait pu lui apprendre à lire les poneglyphes. Et ça, c'est pas rien, puisque seuls les Kozuki peuvent décrypter ce langage créé par leurs ancêtres. Excepté, les archéologues d'Ohara, bien sûr. Et aussi, chose importante à noter, mais dans la chronologie, la plus jeune apparition de Moria s'est faite à l'âge de 26 ans, sur Lockdown. Voilà, pour l'exécution de Roger, il y a 24 ans. Imaginons que Moria ait débarqué sur Wano encore 20 ans auparavant, vers les 6 ans, quelque chose comme ça. Normalement, toujours aucun Kozuki n'était là pour l'élever, vu que le seul existant à ce jour, Sukiyaki, il était le shogun de Wano. Il vivait, à la capitale. Donc, sauf si Sukiyaki a officiellement adopté Moria en lui donnant son nom pour qu'il se fasse une place sur Wano Kuni, mais qu'il a laissé être élevé par une famille sur Ringo, rien n'explique pour le moment, le lien entre les Kozuki et le Shichibukai. Ouais, et du coup, pourquoi les citoyens de Ringo le pensent mort? On va quand même bien avoir une explication à quelque chose. Spoil, non, mais une chose est quand même intrigante, car de ce qu'on a pu comprendre, Moria aurait défendu son village contre Kaido et serait mort de son combat contre lui. Ça, pour le coup, il est vrai que Moria a bel et bien combattu Kaido sur Ringo, et il est vrai qu'il s'est fait fumer, ainsi que tout son équipage. Surtout son équipage en fait même, puisque Moria disait ensuite à Luffy que tous ses compagnons étaient morts, qu'il voulait se venger de Kaido, et c'est pour ça qu'il s'est dirigé vers les zombies, car eux ne mourraient jamais. Donc contre toute attente, alors qu'on pensait qu'il s'était combattu lorsque Moria est venu sur Wano pour récupérer le corps de Ryuma, en fait non, pas du tout. C'est Moria qui aurait protégé Ringo de Kaido, d'où cette mention du pirate de la justice ayant combattu l'équipage au sang bête. Ça pour le coup, ça s'explique plutôt bien. Maintenant la vraie question c'est pourquoi croient-ils tous que Moria est mort alors que il fait des tricks avec les ombres là sur Thriller Bark. J'ai deux petites hypothèses. La deuxième est quand même beaucoup plus cool. Mais la première serait que Moria s'est fait passer pour mort, traumatisé par la défaite de son équipage, et se soit enfui de Wano Kuni pour chercher un moyen de vaincre Kaido, notamment en récupérant Oz, qui était pour lui la clé de la victoire contre l'empereur. N'ayant donné plus aucun signe de vie et n'ayant pas retrouvé son corps, les citoyens de Ringo lui ont érigé une tombe en sa mémoire. Voilà. L'autre hypothèse serait que Moria est vraiment mort face à Kaido, ou du moins en quelque sorte. On sait qu'il possède le fruit des ombres, un fruit du démon qui me semble quand même très important au point où dernièrement je ne cessais de faire des parallèles entre les pouvoirs de Moria et ceux d'Imu, qu'elle pourrait elle-même aussi absorber la puissance qu'elle a conférée au Chevalier Divin et au Gorosei, exactement comme la technique des ombres d'Asgard de Moria. Bref, ce fruit du démon permet de donner vie à ce qui est mort, principe même de son armée de zombies. Pouvons-nous alors penser qu'un secret lourd pèse sur Moria depuis ce combat sur Wano Kuni face à Kaido? Est-il mort? Est seulement animé par une ombre grâce à son mystérieux fruit du démon. On sait que Moria peut extraire les ombres, les injecter dans des corps, tout ça. Mais on sait aussi qu'il peut manipuler sa propre ombre grâce à la technique Doppelman, qui est un clin d'œil au doppelganger. Et justement, le doppelganger, c'est dans les mythes de notre monde une parfaite copie de notre corps, un double, un sosie, un jumeau, un clone en fait, mais obscur, maléfique. Voilà. En plus de faire un parallèle alors de fou et parfait à la fin du chapitre avec l'apparition de Shanks et Shamrock enfants, deux bébés jumeaux qui suivront un destin que l'on peut totalement tracer dans la lumière pour l'un et dans les ténèbres pour l'autre, le doppelganger de Moria serait en réalité devenu la véritable partie vivante de son âme. Lui qui avait déjà son fruit du démon en affrontant Kaido à en juger les Brickbats à côté de lui, aurait été sauvé par son ombre en étant devenu aujourd'hui un véritable zombie à l'image de son équipage. Le Doppelman serait la manifestation de ce qui reste vraiment de Moria après son combat contre Kaido. Son ombre ayant résisté grâce à son fruit du démon et ayant repris possession de son corps après avoir été achevé par l'empereur. Moria serait donc en quelque sorte mort depuis plus de 20 ans. Les habitants de Ringo en auraient été témoins mais n'ont pu retrouver son corps car son ombre, elle, aurait survécu et repris le contrôle de son enveloppe physique originale qu'elle manipule aujourd'hui tel un zombie. C'est trop stylé et c'est surtout pour l'instant la seule chose que je vois pour ce personnage, mais wow, en tout cas GG Oda, c'est un bon gros brain comme on les aime que tu nous as fait aujourd'hui et j'ai hâte d'en découvrir plus. Bien sûr Moria. Je vous ai toujours dit que c'était un GOAT, même encore sur Elbaf, son ombre
et c'est le cas de le dire, vous avez la ref, planer dans le parallèle entre Imu et lui. Je suis content d'avoir misé sur lui et j'ai hâte de voir ce qu'Oda va bien pouvoir nous pondre à son sujet. Allez, on a assez bavé sur l'intro, parlons de la suite du chapitre. Alors, ce que j'appelle la suite du chapitre n'est ni plus ni moins que le sujet Roger, Shaki, la ruche, tout ça. Et c'était une partie, encore une fois, très chelou. Donc, pour résumer, Roger fait la gueule parce que Rayleigh lui a révélé que Shaki semblait être amoureuse de lui, puis il se ressaisit et veut quand même aller la conquérir cette fois-ci sur la ruche, le territoire de Chebek. Là-bas, il n'y aura pas de combat puisque les règles du bar de Shaki sont très strictes, interdit de combattre, même si Roger et Chebek se croisent, et ils se sont croisés, il n'y a eu aucun affrontement. Finalement, ça se termine sans que Rayleigh accepte de rencontrer Shaki, sans que Roger ne puisse boire un coup avec son pote Newgate, et sans que Gloriosa ne puisse jeter son dévolu sur le futur roi des pirates. Alors du coup, ça a servi à quoi ce passage? Ce long passage même, c'était giga rallongé pour absolument rien, je trouve, et je suis désolé de dire ça parce que c'est rare que je critique, mais toute la partie autour de Shaki dans ce chapitre, etc., c'était vraiment trop long. Voilà, l'introduction des Kuja, c'était ok, l'arrivée de Shaki sur la ruche, ok aussi, tout ça c'était même top. Mais là, pour un flashback de Loki, Harald, Lerox et Roger, tu peux pas me sortir la moitié du chapitre sur Roger qui boude parce qu'il peut pas avoir une nana et Rayleigh qui tente de la vesquille. Alors qu'en plus, attention, moi l'espèce de romance qu'il y a eu autour de Shaki, les pirates qu'il aime, le fait qu'elle soit le trésor de la ruche et tout, ça m'a absolument pas dérangé, bien au contraire, c'était léger et rafraîchissant, c'était drôle. Là maintenant, ça devient juste bizarre de consacrer autant de temps sur le sujet. Alors attention à nouveau, on ne sait pas de quoi sont faits les prochains chapitres, ça se trouve tout ça va avoir une importance encore plus exceptionnelle lors de la guerre de God Valley. Et le chapitre d'aujourd'hui donnera tout un vrai sens, mais il va falloir y aller, pour justifier ce qu'on a eu aujourd'hui. J'ai quand même deux observations à faire. Déjà, et comme on s'y attendait tous, Chebek a rencontré la mère de Barbe Noire et Teach vient très probablement de naître, expliquant sa joie. Au-delà du fait que c'est mignon de le voir être ravi d'avoir une famille, il y a fort à parier que Chebek était juste content de savoir qu'il a réussi à avoir un gamin qui plus tard perpétuera sa volonté si son plan échoue. L'autre point important, c'est que Roger et Chebek se sont rencontrés, ok, sauf que ce n'est pas censé être la dernière fois avant God Valley, car au chapitre 1096, quand Roger débarque sur l'île, il dit ça fait 1 an. Vous imaginez comment je l'ai vécu. Ça a l'air d'être quand même grave pour partir dans une bataille, donc normalement nous sommes censés dans le prochain chapitre découvrir ce qui s'est passé 1 an avant God Valley avec Roger et les Rocks. Mais là encore j'ai un peu peur que ça concerne Shaki parce que Rayleigh, il n'a pas l'air très content en débarquant sur God Valley, sûrement car ça concerne sa future femme kidnappée. Donc au final faut voir le prochain chapitre et même la fin du flashback pour déterminer ce qui était vraiment chelou ou non dans celui d'aujourd'hui. Pour l'instant je reste quand même très prudent. Et j'aimerais dire que ça s'améliore avec le prochain sujet, mais ce serait mentir. Car oui, nous avons toute une partie dédiée au combat de Chebek contre Harald. Et devinez quoi? Alors que son pote vient sur Elbaf pour tenter de le recruter à nouveau, Harald n'a rien choisi de mieux que faire quoi? Obéir aux ordres du gouvernement et tenter de tuer Chebek pour avoir sa place au sein de la politique mondiale. C'était le deal du dernier chapitre, une place pour Elbaf en tant que pays du gouvernement en échange de la tête de Chebek. Jamais j'aurais cru Harald assez con, désolé du terme, pour tomber dans le panneau, et pourtant il n'a cessé de nous surprendre dans ce flashback. Totalement aveuglé par le bisounours Nomi, là, Harald est persuadé qu'en plus de tuer son pote, ça sera bénéfique pour Elbaf de rejoindre l'institution mondiale des tortionnaires là. Alors peut-être que ça peut s'expliquer par une candeur naturelle et innée aux géants antiques similaire à celle des Tontata, bien qu'opposées par la taille, ces deux espèces se retrouvent dans la confiance démesurée et délusionnale qu'ils offrent aux humains, expliquant même peut-être pourquoi Oz Junior et même donc Harald sont un peu trop premier degré. J'aimerais pouvoir le penser vraiment, mais Harald fait encore une sacrée bêtise et c'est triste parce que pour le coup, et là c'est une vérité, Chebek ne mérite pas ça. Il a profondément apprécié Harald et vaut clairement mieux que tout le gouvernement mondial réuni. Après, il y a tout de même une chose qu'on ne peut pas enlever à Harald, sa détermination à accomplir son rêve de paix. Bien qu'il soit extrêmement con de faire confiance au gouvernement mondial, soyons honnêtes, surtout quand lui-même sait ce qu'ils sont capables de faire, il n'empêche que son souhait est noble, car il souhaite réellement et sincèrement ouvrir son pays au reste du monde. Un rêve sûrement aussi candide que celui que portait Joy Boy. D'un autre côté, Chebek reste un pirate profondément anti-gouvernemental dont la réputation n'est pas la plus noble. Il a capturé 5 rois, tué un amiral, sans compter tous les fous qui composent son équipage. Harald a quelques circonstances atténuantes qui, soyons honnêtes, ne pardonnent pas cette soumission. Je pense que ce qui me touche le plus dans cette histoire, c'est qu'en plus de tout ça, ni l'un ni l'autre n'avait envie de se nuire respectivement. Vous voyez, aucun n'a pris l'avantage car aucun n'avait envie d'en finir. Pourtant, après
ça, leur relation aura changé à jamais. Truc intéressant dans tout ce merdier, c'est que le narrateur nous fait comprendre que les deux là ne se reverront plus jusqu'au jour de l'incident. Alors cela fait très probablement écho à l'incident de God Valley qui aura lieu donc 2 ans plus tard. Donc possible révélation, Harald a fait partie de God Valley. Il a pu rejoindre la bataille après l'arrivée de Rox, Roger et Garp. Et nous ne l'avons pas vu dans le chapitre 1096 volontairement, car c'était juste après quoi. On peut imaginer que le Gorosei lui a laissé une deuxième chance de tuer Chebek et l'a appelé pour qu'il participe à cette bataille en se positionnant du côté des chevaliers divins. Moi quand j'ai vu ça honnêtement, je me suis surtout rappelé de la théorie de Nina qui pensait que Loki aurait pu lui aussi être présent sur God Valley lors de sa destruction après s'être introduit faufilé sur un bateau, notamment celui des Rox. Là du coup si Harald va sur God Valley en partant d'Elbaf, c'est sur le bateau de son père que Loki pourrait embarquer. On ne le verrait pas, il ferait comme Inuarashi et Nekomamushi, mais surtout il pourrait vraiment voir une dernière fois Rox avant sa mort, lui qui ne cessait de regarder les nouvelles le concernant. Donc Loki sera lui aussi l'un des survivants de God Valley et c'est peut-être pourquoi on pourrait en voir beaucoup plus que ce que je pensais dans ce flashback. Ce flashback est celui de Loki et évolue vers celui de la bataille finale de Rox dit Chebek. Et en vrai ça serait presque dommage qu'Oda ne fasse pas ça. Je veux dire, la vie de Loki aurait été absolument vide dans ce flashback. Ses premiers pas dans ce monde nous auront tous choqués bien sûr, mais une fois l'arrivée de Chebek, Loki semble n'avoir fait que l'attendre, passant plus d'une dizaine d'années à rien faire. Je pense pas que Oda continuera de faire végéter ce perso encore longtemps et lui permettre de prendre la mer pour voir le grand final de Chebek serait à mon sens un voyage que le prince maudit aurait très bien mérité. Bon, voilà pour cette partie entre Rox et Harald, j'espère que notre bon roi fera preuve d'un petit peu plus de jugeote prochainement, car si Chebek va bientôt quitter ce monde, lui va rester et ne mourra que dans une bonne vingtaine d'années. On en vient au dernier sujet important de ce maudit chapitre qui apporte plus de questions que de réponses, le cas des filles Garland et de God Valley. Donc pour vous la faire courte, Garling explique au Gorosei qu'il a découvert God Valley, une île où il est resté quelque temps pendant une mission. Cette île découverte il y a une quarantaine d'années du coup était assez intéressante pour lui, pour qu'il tente de les convaincre de rejoindre le gouvernement, chose qu'ils ont refusé. Le problème c'est que God Valley possède énormément de ressources précieuses pour le gouvernement, comme expliqué au chapitre 1095 également, il ne pouvait tirer un trait dessus. Mais pas seulement, chose qu'on vient d'apprendre aujourd'hui, c'est que Garling a fait une incroyable découverte, quelque chose dont il ne s'attendait pas, une découverte inimaginable et qui ravira le grand Imu. Si vous croyez que nous allons en savoir plus maintenant, c'est évidemment faux. Par contre, nous voyons bien God Valley dans ce chapitre puisqu'à la toute fin, une femme apparaît de dos présentant ses 2 nouveau-nés, des jumeaux aux cheveux roux comme elle, qui répondent au nom de Shanks et Shamrock. Et maintenant, il va falloir se démerder avec tout ça pour comprendre ce que prépare Oda. Bon courage à nous les potes. Alors, c'est vraiment compliqué et pas qu'un peu car de tout ce qui nous intéresse et nous perturbe de cette fin de chapitre, les ressources de God Valley, la découverte de Garling ou bien l'identité de la mère des jumeaux, rien ne nous est vraiment dit ou sous-entendu auparavant. On va devoir donc se débrouiller de nous-mêmes pour tisser une histoire et une théorie qui vaut le coup, et des théories du coup j'en ai quelques-unes à vous proposer pour un petit peu sauver les meubles. Bon déjà partons sur ce dont on peut être plus ou moins sûr, Shanks et Shamrock restent bien les gamins de Garling qui les auraient eu avec cette femme de God Valley pendant qu'il était en mission. Voilà, alors je sais pas comment la conception s'est passée, si elle était consentante, ce qui n'est pas le cas, j'en ai bien peur, et surtout pourquoi Garling ne l'a pas récupérée pour en faire une de ses femmes sur Maréjoise. J'ai envie de dire, tant mieux pour elle, c'est déjà un traumatisme en moins à gérer, mais il est clair que j'ai du mal à imaginer que Shanks et Shamrock aient été conçus dans un amour pur, malheureusement. En tout cas, si jamais il y avait un doute sur la paternité de Garling, je pense qu'il est dissipé. Maintenant, vu que je suis incapable de vous proposer qu'une seule théorie tant les possibilités sont multiples, je vais vraiment et littéralement vous donner tout ce que j'ai, tout ce à quoi j'ai pensé dans tout le sujet God Valley. Entre ce qui intéresse Imu, les gamins filles Garland et leur mère, et vous ferez le tri dans tout ce que vous aimez ou non. Je peux pas vous proposer mieux. Ok, alors on commence sur la phrase de Garling qui est que God Valley regorge de ressources naturelles extrêmement bénéfiques pour le gouvernement. Comme je vous le disais, ça on le savait déjà depuis le chapitre 1095 et il est question d'abondantes ressources à ce moment-là. La nature de ces ressources est cependant difficile à déterminer. Mon idée principale restera l'or pour plusieurs raisons. L'or, c'est un métal précieux et royal, parfaitement adapté à la noblesse et l'abondance des Tenryubito. Il va aussi parfaitement dans le thème de l'architecture de God Valley, copié sur les frontier towns américaines du 19e siècle. Vous savez, les lieux de rencontre des chercheurs d'or propulsés par la ruée vers l'or, justement, des villages typiques du western, voilà. Et dans One Piece, l'or a une certaine importance avec l'arc de Skypiea et Ener, qui a récupéré tout l'or de Shandora, là encore calqué sur le principe des cités d'or d'Amérique. Donc, God Valley pourrait être une véritable
véritable représentation du mythe de l'Eldorado, mettant en scène la recherche d'une ressource rare et précieuse, l'or, mais surtout la colonisation et l'évangélisation des autochtones, ce que cherchaient à faire les conquistadors espagnols pendant la recherche des cités d'or. C'est exactement le but démontré par le Gorosei et Garling dans ce chapitre qui, je cite, est une île avec sa propre culture, qui ne veut pas se rallier au gouvernement, bien qu'il possède des ressources extrêmement bénéfiques. Tandis que les Tenryubito, eux, de par leur titre de saint et le nom de leur capitale marigeoise, seraient l'incarnation des conquistadors chrétiens voulant convertir ceux qu'ils appellent les païens, les autochtones de God Valley. Le gouvernement aurait besoin de l'or peut-être pour de la richesse, pour du luxe ou alors pour une utilisation bien précise à l'image de celle de l'autre dieu de One Piece, Ener, qui s'en servait pour aller sur la lune grâce à la conductivité de ce métal et de son fruit du démon. Ok pour cette ressource, maintenant il y a un autre truc sur God Valley, c'est quelque chose cette fois-ci d'inattendu qui va ravir Imu, et ça, pas possible que ce soit que de l'or. Les choses qui pourraient intéresser Imu sont étonnamment restreintes, mais variées et nombreuses à la fois. Voici mes propositions. La première chose qui me soit venue en tête, c'est la Galela. Les géants gelés qui auraient construit Pluton, mais surtout que Chebek voulait trouver. Alors oui, vous allez me dire que c'est pas possible, ces géants sont censés se trouver à Punk Hazard. Bah ouais, mais rien n'est sûr à 100% non plus, car ils y sont aujourd'hui, certes, mais rien ne dit qu'ils n'ont pas bougé au fil des années. Voilà, surtout en 40 ans. En plus de rester dans le thème de ce flashback, ces géants sont revenus à 2 reprises dans la conversation de Harald et Yarul, ainsi qu'avec les Rocks, récemment. Voilà, Imu pourrait être intéressé de retrouver ce clan de géants qui pourrait représenter un véritable danger pour l'équilibre du monde en réanimant l'arme antique Pluton. Il serait caché ici sur God Valley depuis des années, des siècles même, avant d'être trouvé par Garling et déplacé plus tard sur Punk Hazard avant la destruction de l'île. Une deuxième idée et hypothèse s'est portée cette fois-ci sur les Lunarians. En effet, Garling aurait pu découvrir sur God Valley l'existence cachée d'une tribu de Lunarians, possiblement celle de King qui avait à cette époque-là seulement 7 ans. C'est intéressant pour plusieurs raisons. Les Lunarians vivaient normalement à l'endroit où se trouve aujourd'hui Marigeoise et ont été éradiqués et recherchés par le gouvernement encore aujourd'hui. King est l'un des rares, voire le dernier survivant de ce clan, mais devait très probablement avoir une famille qui vivait avec lui dans son enfance avant d'être capturé il y a 33 ans. Il est totalement possible que des Lunarians vivaient cachés sur God Valley avant d'être découvert par Garling, donnant ainsi un sens à la traduction littérale de God Valley, la vallée des dieux, puisque autrefois la terre des Lunarians au sommet de Redline avant la construction de Marigeoise se nommait le royaume des dieux. En japonais ça donne Kami no Kuni pour le royaume des Lunarians et Kami no Tani pour God Valley. On peut donc totalement imaginer que durant la chasse de God Valley, les Tenryubito cherchaient à traquer les Lunarians restants comme ils l'ont fait autrefois. Tout le clan de King a donc été décimé, sauf lui qui aurait pu faire partie des 500 personnes sauvées par Kuma grâce à ces petites patounes de la libération. Sacrée ironie d'ailleurs d'imaginer que Kuma, qui sera plus tard le modèle des pacifistas, a sauvé celui qui sera à son tour plus tard le modèle des séraphins. Si cette théorie sur les Lunarians en venait à se confirmer, alors le mois d'il y a 4 ans serait aux anges, en fait, puisque c'est ce que je disais dans la review du chapitre 1023, lorsque les Lunarians ont été révélés, qu'ils étaient prisonniers sur God Valley, et que c'est pourquoi Barbe Blanche connaissait leur mythe, car ils l'ont découvert avec les Rocks, lors de cet incident il y a 38 ans. Pour finir sur le sujet de la découverte de Garling sur God Valley, on pourrait purement et simplement penser à une arme antique, pas n'importe laquelle, vous en conviendrez, il n'en reste qu'une seule de toute manière, et il s'agirait d'Uranus. Alors encore une fois, on reprend le nom de God Valley, la vallée des dieux ou la vallée divine, qui peut faire écho donc aux divinités du monde de One Piece, en particulier les armes antiques, qui ont justement le nom de Dieu, comme le disait Neptune. Dans les profondeurs de God Valley se trouverait alors l'engin qui fut utilisé des années plus tard par Imu, en le combinant au Mother Flame, et qui effacera de la carte Lulusia. Nous pouvons carrément imaginer que c'est de cette façon que God Valley a été détruite. J'ai beau défendre la théorie de sa disparition à cause du Yami Yami no Mi, si la machine récupérée par Imu a véritablement été trouvée sur cette île, de l'énergie restante résiduelle pouvait se trouver dans cet engin qu'Imu utilisera pour la première et dernière fois avant l'obtention de Mother Flame afin d'effacer God Valley des cartes du monde. God Valley aurait alors disparu précisément de la même façon que Lulusia par cette arme antique des temps anciens, aujourd'hui alimentée par la création de Vegapunk. Ça expliquerait totalement pourquoi, d'après Garling, cette trouvaille intéresserait Imu, pourquoi il fallait tuer les autochtones et pourquoi God Valley a disparu, car Imu serait venu sur place récupérer cette arme. Voici toutes mes hypothèses sur les secrets autour de cette île. Franchement, ça peut totalement être l'une de ces propositions comme une autre. Un fruit du démon exceptionnel, un poneglyphe, un artefact du siècle oublié. Bref, en tout cas, gardez bien une chose en tête, si quelque chose doit se trouver sur God Valley, ça sera au plus profond de cette île, dans ses souterrains.
terrain. C'est pourquoi l'idée qu'il s'agisse de la cité d'émeraude mentionnée par Bellamy me tente aussi pas mal en fait, car il faut bien qu'elle apparaisse un jour et elle a une importance historique autant marquée que les îles Célestes et le One Piece. Ah les gars, je vous ai dit que c'était la galère, je mentais pas. Bon, en tout cas, maintenant que le problème God Valley est de côté, il faut parler d'un autre gros problème, celui de la mère de Shanks et Shamrock. De qui s'agit-il? Quel secret pourrait-elle cacher? Pourquoi ce chapitre est bizarre à souhait? On va essayer d'y répondre avec précisément 3852 théories, voilà, à peu près. On va commencer par faire un point sur elle avant de théoriser de fou furieux. Tout d'abord, elle est rousse et ses gamins ont donc hérité de sa couleur de cheveux. Heureusement car Garling, dans sa jeunesse, n'avait pas les cheveux roux ou rouges, mais était blond. Les gamins tiennent donc d'elle, Osef, mais fallait le dire. Voilà. Ensuite, la trad de Mangamoin fait dire aux citoyens de God Valley rencontrant la mère de Shanks et Shamrock qu'ils espèrent qu'ils seront aussi sages qu'elle. Alors en fait, je crois que le sage n'est pas à prendre au sens calme du terme, mais plutôt au côté intelligent. Voilà. En réalité, le terme original en japonais se lit sommeil, qui se traduit par intelligence et sagesse, donc on reviendra sur ce point après, car ça va devenir assez important je pense. La mère de Shanks et Shamrock serait une personne assez intelligente pour être notifiée. Voilà. Pour finir, cette femme présente ses deux enfants et les présente avec leur nom, Shanks et Shamrock. Et rien ne vous choque là, Shanks a toujours eu ce prénom. Et ce, avant que l'équipage de Roger ne le trouve dans un coffre de God Valley justement. Ce qui signifie que Roger n'a pas pu deviner ou inventer le prénom de Shanks, il a appris, et il a appris sûrement grâce à un mot laissé par sa mère dans ce même coffre. Normalement, ça, on le savait déjà car dans le databook 4 milliards de One Piece Red, Oda nous révélait que Shanks avait été découvert sur God Valley dans un coffre par l'équipage de Roger, avec son nom inscrit sur un papier. Le problème, c'est que j'ai vérifié dans ce databook que j'ai en ma possession et j'ai pas trouvé cette info. Peut-être que j'ai mal vu, mais quoi qu'il en soit, il semblerait bien qu'elle ait laissé un mot indiquant le nom de cet enfant. Voilà donc concernant les premières observations autour de cette petite famille. Maintenant, parlons vraiment de la mère de Shanks et de Shamrock. Je commence direct avec la première hypothèse qui a pop dans mon esprit. La mère de Shanks et Shamrock serait une Portgas dit de la même famille que Rouge, qui sera plus tard la femme de Roger, la mère de Ace. À vrai dire, j'ai même eu pensé qu'elle était littéralement rouge dans sa jeunesse. Alors, ça serait un petit peu bizarre, je le conçois, parce que ça ferait de Ace et Shanks des demi-frères, et donc de Ace et Shamrock des demi-frères aussi. Mais la réflexion n'est pas totalement bête. Rouge n'a pas les cheveux vraiment roux, elle les a d'un rose clair, peut-être car en vieillissant, elle perdait l'éclat de sa couleur. C'est sur cette île que Roger l'aurait rencontrée pour la première fois. C'est ici que le coup de foudre pour l'un et l'autre aurait eu lieu et irait totalement dans le thème de ces derniers chapitres où Rayleigh et Chebek ont rencontré celles qui deviendront plus tard leurs femmes. Pour le coup, pour le cas de Chebek, c'est carrément la mère de son enfant. C'est aussi pourquoi la mère de Shanks et Shamrock serait présentée de dos, car en tant que lecteur, nous reconnaîtrions trop facilement ce personnage. Mais bon, il pourrait aussi purement et simplement s'agir d'une autre femme de la famille Portgas, faisant également de Shanks et Shamrock des dits par leur mère. Je sais pas, c'est pas ce qu'il y a de plus convaincant, mais j'ai eu un petit sentiment de si je le dis pas, je sens que je vais le regretter. Alors je préfère lancer cette bouteille à la mer parce qu'en vrai j'ai l'impression que Rouge aura à nouveau sa place dans l'histoire, voire même dans ce flashback. L'autre théorie sur la mère de Shanks et Shamrock est bien plus convaincante, à mon sens, et fait écho à ce que je vous disais plus tôt. Cette femme aurait une intelligence bien marquée. Elle pourrait alors être une scientifique ou une savante, expliquant pourquoi le villageois espérait que ses enfants seront comme elle, car ce trait est unique chez elle et reconnu de tout God Valley. Elle serait liée à la grande découverte faite par Garling sur cette île. Si elle est dans le domaine de la science, elle pourrait être celle qui l'a menée vers la machine qui sera ensuite détenue par Imu pour détruire Lulusia, évidemment, sans savoir que Garling était un membre du gouvernement mondial. Finalement, c'est un peu le même principe que les scientifiques du gouvernement qui n'ont pas voulu détruire Emmet et l'ont gardé caché pour le préserver. Nous avons là une femme qui connaissait et étudiait cet engin présent ici depuis des siècles, enfoui dans les profondeurs de God Valley. On peut aussi totalement remplacer ça par les géants de la Galela, comme je le disais. Le scénario reste plus ou moins similaire. En vrai, elle serait de ceux qui étudiaient les géants gelés. Mais bon, à choisir, je préfère quand même le rapport avec l'arme antique qui sera plus tard utilisé par Imu. Voilà donc la deuxième théorie à son sujet. Pas une blinde d'arguments non plus, mais on avance petit à petit. Pas du tout. C'est de pire en pire et vous allez voir que la dernière théorie n'est pas forcément mieux. Ah, moi je sais vendre les choses. Oui, je sais très bien faire. Cette femme pourrait faire partie de la famille de Nami. C'est peut-être tiré par les cheveux. Mais en parlant de cheveux, tous les deux sont roux. Nami est rousse, Shanks est roux et la mère de Shanks est rousse aussi. Mais ce qui m'a un petit peu plus intrigué, c'est quand je me suis posé la question pourquoi ces deux gamins ont un prénom qui commence par les mêmes katakana et la même phonétique. Shanks, Shamrock, c'est peut-être un truc lié à sa mère
qui elle se nomme elle-même chat quelque chose. Et en japonais, en fait, les noms Shanks et Shamrock partagent le katakana chat. Ce son n'a pas de sens en lui-même, mais il correspond aussi à la façon dont les japonais transcrivent le mot français chat. Même si dans leur langue, ils appellent un chat neko. Autrement dit, on peut évoquer indirectement l'animal du chat, du coup, quand il s'agit d'un emprunt occidental. Et cet animal, il est justement intimement relié à Nami, la chatte voleuse. On a donc l'animal, la couleur de cheveux, le mystère aussi quand même autour de l'histoire de Nami. Ça a beau être léger, bah au moins c'est une petite piste de réflexion, très petite même, mais bon, faut bien commencer quelque part, hein. Eh ben, il est l'heure de conclure cette review. C'était un chapitre fort intriguant et ça dès la page de couverture. Le coup de Moriya Kozuki, honnêtement, je me remets pas, c'était tellement inattendu. En vrai, je suis curieux de voir ce que ça va donner. Je vais pas forcément critiquer l'ensemble du chapitre car je pense qu'il faut quand même avoir le contexte que posera les prochains chapitres qui donneront à celui-ci beaucoup plus de sens. Là, actuellement, entre Moriya, ce qui se cache sur God Valley et l'identité de la mère de Shanks et Shamrock, j'avoue être perturbé parce que il n'y a pas de grosses bases sur lesquelles on peut véritablement analyser et théoriser tout ça. C'est encore une fois un chapitre de transition qui prépare bel et bien l'événement de God Valley. Je n'y croyais pas, mais ça y est, nous allons très probablement découvrir tout ce qui s'est passé là-bas. Je pense quand même qu'une part de mystère nous sera réservée. J'arrive pas à imaginer que l'intégralité de cet incident sera vraiment dévoilée dans les prochains chapitres. Effectivement, on peut appeler peut-être ça du déni, hein, on verra. En tout cas, je suis curieux d'avoir votre avis sur ce nouveau chapitre. Vous en avez pensé quoi? Avez-vous kiffé? Quel est votre avis sur Moriya, God Valley, Harald et Rox? Bref, dites-moi tout ce qui vous a perturbé ou amusé dans ce chapitre. J'ai très hâte de vous lire. Je vous invite à liker et à vous abonner, mais aussi à nous rejoindre ce soir en live sur la chaîne de Nina, ainsi que demain sur ma chaîne Twitch pour reparler de ce chapitre, mais cette fois-ci directement avec vous. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo les bros, portez-vous bien et prenez soin de vous et de vos proches. Peace.